tous. Bonjour. Bonjour. De notre côté, on va attendre quelques petites minutes que tout le monde puisse nous rejoindre. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont déjà présentes, merci à vous et de votre présence. Certains nous connaissent déjà, vous le savez, chez Limpide, on aime beaucoup partager nos connaissances et transmettre autour de nos métiers. Et donc, on a à cœur d'organiser ce genre de petits événements. En particulier, aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par Tessie, avec la présence de Romain. Donc, un grand merci à toi, Romain. Merci. Et puis, je vais peut-être déjà vous laisser vous présenter en attendant que tout le monde nous rejoigne. Romain, je te laisse la parole. Eh bien, merci Noémie. Bonjour à toutes et à tous. Romain Leformal, je suis responsable marketing en charge des solutions de GED et de SAE chez Tessie. On reviendra sur ces notions un peu techniques tout à l'heure. Et je suis ravi de pouvoir participer ce matin à ce talk avec les équipes de Limpide. Christina, je te laisse te présenter également. Yes. Bonjour à tous. Donc Christina, je suis consultante pour le coup à l'agence Limpide et j'ai eu effectivement la chance en tout cas de pouvoir travailler sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, donc DocuBase, avec donc l'aide de Romain Leformal et l'équipe Tessie. Super, merci à toi Christina. Et de mon côté, donc moi je suis Naomi et je suis principalement en charge d'animer ces événements. Donc n'hésitez pas à poser vos questions également dans le chat, on essaiera bien sûr de prendre le temps d'y répondre. Pour les personnes qui ne connaissent pas Tessie, Romain, je te propose peut-être de t'introduire, de faire une petite introduction sur qui est Tessie. Oui, merci. Tessie, on est un groupe français qui aujourd'hui pèse à peu près 500 millions d'euros monde en termes de chiffre d'affaires. Pour résumer notre métier, on accompagne la transformation digitale des organisations publiques et privées en mettant à leur disposition une recette magique pour nous, qui est l'alliance entre de la technologie et du service. Et quand on parle de service, on parle surtout d'expertise humaine. On est en capacité chez Tessie de pouvoir accompagner l'optimisation des processus métiers de nos clients jusqu'à la prise en charge de leur processus métier en propre chez nous, au travers de nos services d'externalisation, d'outsourcing. Et puis, on vient y ajouter à ces services d'externalisation des technologies qui vont leur permettre finalement de mener à bien leur projet de transformation digitale. Et quand on parle de technologie, on parle à la fois de technologie au service de leurs clients. On peut parler par exemple de signature électronique, on peut par exemple parler de communication multicanale, on peut parler par exemple de facturation électronique. Et puis on va aussi mettre en place des technologies plutôt à destination des équipes opérationnelles chez nos clients. Et là, on va parler de gestion de contenu, on va parler de gestion de processus, on reviendra un petit peu tout à l'heure sur ces notions-là. L'objectif, c'est véritablement d'aider les collaborateurs de nos clients à être plus efficaces pour délivrer à bien ce qu'ils doivent finalement délivrer à leurs propres clients. Donc, on a vraiment ce mélange et ce doux équilibre entre technologie et service. On accompagne pas mal de secteurs d'activité, principalement banque, assurance, santé, et puis de plus en plus des secteurs qui finalement lancent leur transformation digitale. On pense à l'immobilier, par exemple, qui est véritablement en train d'entamer leur virage digital. Et donc, voilà, on accompagne ces acteurs aussi dans le monde public, par exemple, qui sont en train d'enclencher la transformation digitale. Donc voilà, on est véritablement capable d'accompagner différentes typologies d'entreprises et de secteurs d'activité. Et on a aussi pour ça, dans notre ADN, la volonté d'être toujours, alors innovant, c'est un mot qu'on entend un peu partout, mais en tout cas d'être capable de rebondir et d'être toujours en capacité de nous remettre en question pour pouvoir accompagner au mieux nos clients. Et pour ça, on a une entité chez nous
qui s'appelle Pépite Shaker et qui est un booster de start-up. Et Pépite Shaker a vocation à finalement à la fois aider des entreprises à pouvoir se lancer et finalement grossir, hein, les aider finalement avec nos moyens et nos compétences à pouvoir finalement faire davantage de business. Hein. C'est aussi l'intérêt d'un programme tel que Baby Checker. Et puis ça nous permet à nous de pouvoir innover, de pouvoir toujours essayer de trouver la bonne solution et d'être voilà, d'être résilient sur ces sujets-là pour être capable de venir apporter la bonne solution à notre client. Donc c'est finalement un programme donnant-donnant où à la fois on aide ces jeunes entreprises à émerger et puis nous à pouvoir aussi nous bousculer en interne pour pouvoir aussi nous sortir un peu de nos sentiers battus et être capable de trouver cette bonne solution à nos clients. Voilà. Quelques mots rapides sur Tessie. Merci beaucoup, Romain. Côté Limpide, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, Limpide, donc nous, on est une agence digitale spécialisée dans l'expérience utilisateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous, on remet l'utilisateur au centre de notre démarche de création. Donc, on vient créer des sites internet, des produits digitaux, des dispositifs d'activation sur mesure qui viennent répondre aux stratégies digitales de nos clients et qui, bien sûr, allient créativité et performance. Et aujourd'hui, on est une trentaine à l'agence et comme vous le savez, on aime beaucoup transmettre et partager autour de nos métiers. Et donc, on crée énormément de contenu autour de nos expertises. Et on a la chance, bien sûr, d'accompagner aussi Romain et les Pépite Shaker au quotidien. Tu peux passer la slide. Merci, Christina. Et donc, chez Limpide, nous, aujourd'hui, on a 4 modes d'intervention. Hein, dans un premier temps, tout ce qui touche un petit peu à une logique d'amélioration continue avec des quick wins. Donc, on vient auditer et optimiser l'existant. Le deuxième format, c'est plutôt un format assez classique. On accompagne de A à Z nos clients sur leurs projets digitaux. Le troisième, c'est plutôt un format de squad où on a pour principe de détacher un ou plusieurs profils chez nos clients. Et puis, bien sûr, le format coaching qui, là, touche plus justement à cette notion et cette volonté chez nous de vouloir transmettre et faire monter en compétence nos clients à travers des talks, des office hours ou bien encore des formations. Donc, je vais laisser donc la parole à Christina et Romain pour aujourd'hui échanger autour de cette expertise qui est l'UX, notamment autour des produits digitaux avec un cas concret chez Tessie. Je vous laisse la parole. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On y répondra tout au long de la présentation. Bon webinaire à tous. Merci. L'idée finalement de mettre l'usage vraiment au centre de la conception, c'est vraiment parti d'un constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même les 3/4 des clients utilisateurs qui aujourd'hui, en tout cas, sont frustrés lorsque finalement ils arrivent, donc que ce soit sur une application ou sur un site, en tout cas sur des contenus qui ne lui sont pas en tout cas dédiés et en tout cas qui ne l'intéressent pas forcément. Donc on est vraiment parti de ce constat-là, dans cette idée de pouvoir construire et de mettre vraiment l'usage d'utilisateur vraiment au cœur d'une conception, que ce soit d'un outil ou même pour le coup d'un site web, mais là dans le cas qu'on va projeter effectivement d'un outil en tout cas spécifique que nous allons aborder. Donc, c'est vraiment le cœur de notre ambition, nous, pour le coup, à l'agence Rapide, et qu'on a pu, donc, pour le coup, accompagner avec l'équipe de Tessie. Et ce constat, en tout cas aujourd'hui, hein, on le porte avec, on va dire, une méthodologie qui est vraiment en 4 temps. 4 temps, en tout cas, qui se suivent de manière logique, mais qui peuvent aussi être gérés de manière interdépendante. C'est la notion, finalement, de mesure. Qui dit mesure, c'est finalement une analyse, un audit, finalement, des comportements. Une notion, finalement, une seconde étape de définir, en tout cas, de définition. Donc là, c'est vraiment pour le coup être en contact direct avec donc, les clients, mais également finalement de co-construire ensemble. La partie, donc, 3e étape, qui est la notion de design, le 3e pilier. Le design, c'est là où on rentre vraiment dans cette partie production avec donc, toute la partie donc, fonctionnelle, donc les maquettes donc, UX, mais également UI. Et la 4e, parce que comme on le sait, hein, on peut avoir effectivement le meilleur des outils, mais la promotion est quand même essentielle pour faire un vecteur, en tout cas, le succès d'une solution, donc le 4e pilier qui est donc la partie diffusion, et pour pouvoir embarquer l'ensemble, en tout cas, des collaborateurs ou en tout cas des externes.
excusez-moi. Et comme je le disais, finalement, cette méthode, hein, on a en quatre grandes étapes. On a eu la chance, en tout cas, de pouvoir la travailler sur la solution, en tout cas, de produits de gestion électronique de documents Docubase, avec donc l'équipe, notamment en étroite collaboration avec Romain et les équipes de Tessie. Et l'idée, c'est qu'on vous en dise un peu plus, en tout cas, sur tout ce qu'on a pu mettre en place et qui a abouti finalement à l'outil qui est aujourd'hui proposé aux clients chez Tessie. Romain, je te relaisse la parole sur le marché. Oui, merci, merci Christina. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, quelques éléments peut-être de définition ou du moins d'explication un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est qu'une GED. Le principe en fait d'une solution de gestion électronique de documents, c'est ni plus ni moins d'être capable de dématérialiser l'ensemble de vos documents et de vos données associées et de remplacer vos armoires et vos parapheurs carton par une solution complètement digitalisée. Et une solution de gestion électronique de documents va vous permettre de pouvoir centraliser l'ensemble de vos documents dans un référentiel documentaire. Hein. On va avoir d'un côté, je sais pas, les factures, d'un autre côté les contrats, d'un autre côté les bons de commande, d'un autre côté voilà, les documents RH, etc. Et l'objectif, c'est véritablement de mettre à disposition de vos organisations une solution qui soit transversale dans laquelle on va venir déverser l'ensemble des documents de l'entreprise. Et finalement, la GED va devenir le référentiel documentaire d'entreprise. Et associé à cette solution de GED, on va pouvoir y ajouter des workflows métiers qu'on va déclencher et qui vont permettre de pouvoir valider un document, de pouvoir valider la complétude d'un dossier client, par exemple, de pouvoir signer des documents au sein de ce processus ou de faire signer des documents au sein de ce processus. Et on va être capable de gérer des processus simples, entre guillemets, comme par exemple une demande d'achat en interne, et puis des workflows beaucoup plus complexes en mode case management, avec par exemple la vérification, la complétude d'un dossier client de réclamation, par exemple, que vous pourriez avoir. L'avantage d'une solution de GED, et notamment celle de Tessie, c'est qu'elle est également, elle permet également de sécuriser et d'archiver électroniquement les documents. Et donc, les documents qui ont besoin d'être stockés et conservés de manière pérenne et avec une valeur légale, on pense par exemple aux factures, et peuvent l'être au travers de Tessie Docubase, puisque nous bénéficions d'une qualification en tant qu'archiveur électronique. Donc voilà, c'est pour un petit peu expliquer ce que c'est qu'une solution de GED. Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est quoi le constat pour nous chez Tessie? Tessie Docubase, c'est une solution qui existe depuis une vingtaine d'années à peu près. C'est une des solutions historiques du marché de la GED. Et on équipe aujourd'hui plus de 220 clients autour de cette solution de GED. Mais on s'est fait un constat en interne, c'est que c'est aussi une solution chez nous qui perdait un peu de vitesse sur le marché. On était un petit peu moins performant commercialement. On avait aussi avec l'arrivée de nouveaux produits chez nous en interne, un service commercial qui avait tendance à moins s'engager sur ce produit-là. Et pour autant, le marché de la GED aujourd'hui, c'est un marché qui, d'ici à 2025, va peser 3,6 milliards d'euros en France. Et donc, c'est un marché sur lequel on a tout intérêt, évidemment, à continuer d'être présent et finalement à retrouver un petit peu cette place de leader qu'on a un petit peu perdu au fur et à mesure du manque d'investissement produit et du manque d'engagement commercial qu'on avait pu avoir sur ce produit. C'est un marché qui grossit de 7% par an et qui va grossir de 7% et qui va continuer de grossir de 7% par an jusqu'à au moins 2025. Donc, au-delà du chiffre d'affaires, c'est une vraie perspective de croissance pour nous aussi. Donc, c'est tout un intérêt pour nous d'être capable de regagner des parts de marché avec un produit qui, fonctionnellement, est sans aucun doute un des meilleurs produits du marché, mais pour lequel on est en perte de vitesse. Et puis, quand on interroge nos clients, on se rend compte finalement qu'il y a encore de nombreux clients qui continuent à fonctionner un petit peu en mode, j'ai envie de dire, artisanal du terme,
c'est-à-dire avec encore du papier ou qui ont digitalisé une partie de leur service, mais pas entièrement, avec un bout de PDF stocké sur un serveur et puis un bout de papier qui transite en parallèle. Bref, il y a une euh, véritable engouement de plus en plus vers ces solutions de GED et de SAE dans un contexte où les échanges digitaux se multiplient et donc il y a véritablement besoin de gagner en efficacité dans la manière de gérer le document numérique, de le stocker et de le conserver. Donc ça, c'est les enjeux véritablement marché pour nous. Et on a réfléchi à la manière de pouvoir être plus efficace et d'être plus performant sur ce marché qui pour nous continue d'être un marché d'avenir. Si on passe à la slide suivante. Oui, c'était ça. Alors, vous allez voir à l'écran normalement, voilà, quelques screens d'écran de l'ancienne version de TC Docubase. On s'est rendu en fait à l'évidence que fonctionnellement, on était sur une solution qui évidemment était une solution assez riche, puisqu'on a, nous, la vocation chez Tessie de co-construire un maximum avec nos clients. Donc, c'est une solution qui s'est enrichie au fur et à mesure que nos clients nous ont fait confiance. Je disais aussi que c'est plus de 200 clients d'Ocubase, donc sur différentes secteurs d'activité. Donc, c'est aussi une solution qui est riche d'un point de vue métier. Mais c'est une solution, vous voyez, avec les interfaces qui peuvent être un petit peu vieillissantes, qui peuvent manquer un petit peu de look and feel, qui peuvent manquer un petit peu d'attirance, entre guillemets, face à des solutions du marché aujourd'hui, des solutions concurrentes ou pas du tout, qui sont vraiment travaillées d'un point de vue UX. Et on a toute l'habitude maintenant, quand on navigue sur une application, quand on navigue sur un site ou quand on navigue sur une application métier, finalement d'avoir quelque chose de très simple d'utilisation avec une logique d'aller vite, de faire simple et de ne pas perdre du temps à cliquer un peu partout pour avoir une fonctionnalité. L'avantage du travail qu'on a fait avec Limpide, c'est qu'ils nous ont véritablement aidés à nous interroger sur là où était la fonctionnalité, comment est-ce qu'on pouvait la mettre en avant, est-ce qu'elle était utilisée ou pas, est-ce que c'était une fonctionnalité majeure, et donc la manière dont cette fonctionnalité allait pouvoir être finalement remise au bout du jour d'un point de vue UX. Donc c'est vraiment le travail qu'on a commencé à mener avec Limpide et qui nous a fait aussi nous interroger sur finalement cette solution d'Ocubase, qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle ne doit plus faire. Et finalement, ça nous a permis aussi de rationaliser un certain nombre de fonctionnalités qui pouvaient parfois être un petit peu obsolètes ou pas forcément utilisées. Pour nous, dans la manière dont on a voulu mener ce projet, la première chose, c'était véritablement d'aller interroger nos utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une solution telle que Docubase, c'est, je le disais, 220 clients Tessie, mais c'est aussi une solution qui équipe nos centres de numérisation. Je parlais tout à l'heure d'outsourcing. Par exemple, on est en capacité de pouvoir gérer pour le compte de nos clients la numérisation de leurs documents. Quand vous envoyez un courrier, par exemple, à votre assureur, fort à parier que ce courrier arrive dans le centre de numérisation Tessie ou de nos confrères, mais en tout cas arrive dans un centre de numérisation, est numérisé et mis à disposition de l'assureur sans jamais que le collaborateur de la compagnie d'assurance ne voit le document papier. Et donc, ces centres de numérisation Tessie sont équipés de Docubase et en fait gèrent la complétude, la vérification de ces documents dans Docubase. Donc, on avait la chance d'avoir nos propres collaborateurs dans nos centres de numérisation qui disposent de la solution. Donc, on a fait un double travail d'aller à la fois interroger nos utilisateurs externes ou clients et à la fois nos utilisateurs dans nos centres de numérisation. Il a fallu pour nous faire émerger des points d'amélioration de ce service. Dans un marché, certes d'avenir, mais dans un marché où il y a du monde et il faut se différencier, il faut innover. Donc, il a fallu qu'on fasse un travail sur la manière d'améliorer notre produit pour
être capable d'apporter à notre client final une capacité à être plus productif, à être plus efficace dans la manière de délivrer son service. Ça, c'était un point aussi extrêmement important. Évidemment, l'expérience utilisateur, on va beaucoup en parler, parce que le nouveau leitmotiv de Docubase, c'est d'être capable d'améliorer l'efficacité des utilisateurs de Docubase. On reviendra sur certains cas d'usage tout à l'heure. Et donc, ça a nécessité pour nous de faire un travail sur le design, sur la manière d'architecturer la solution d'un point de vue back et d'un point de vue front, et finalement de moderniser véritablement Docubase et de lui donner un coup de, pas seulement un coup de peinture, mais véritablement un coup de fraîcheur pour aussi être capable encore une fois, d'être mieux identifié ou d'être mieux placé sur le marché. Et puis tout ça, évidemment, il y a des contraintes techniques, puisque c'est une solution, je le disais, qui a 20 ans, avec un socle technique qui n'est pas forcément de toute dernière génération, mais qui est extrêmement performant et sur lesquels il a fallu aussi faire, puisque l'idée, ce n'était pas non plus de casser le socle Docubase, mais d'essayer de s'appuyer sur les forces de notre socle pour moderniser. Donc, il y avait évidemment des contraintes techniques importantes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à là ou pas. Si je suis clair. Merci Romain. En tout cas, finalement, tu as pu recontextualiser déjà le projet. Déjà pour le constat en tout cas même de l'outil aujourd'hui Docubase existant et finalement les challenges qui étaient attendus côté Tessie, mais pour le coup aussi côté Limpide. Et comme on vous présentait tout à l'heure finalement les 4 grandes étapes de cette refonte finalement de plateforme, en prenant les grandes lignes, quelle est un peu la logique qu'on a mis en place, et donc forcément cette notion finalement de comprendre et d'enrichir finalement aujourd'hui l'existant, de pouvoir définir et projeter en tout cas demain ce que serait le futur de Docubase. Et c'est ce qu'on appelle en tout cas cette première phase qu'on va appeler la discovery. Donc c'est vraiment la découverte de l'outil, de pouvoir interroger les utilisateurs. On a un point d'étape finalement entre cette étape 1 et 2 et la 3e et la 4e, qui est le fameux backlog. Le backlog qui est un peu le listing de l'ensemble des fonctionnalités. Ces fonctionnalités, demain, l'idée c'est de pouvoir les projeter finalement cette étape de prototype et de pouvoir faire tester très rapidement les utilisateurs, en tout cas de les mettre en situation et de bien valider avec eux qu'en tout cas que ça répond bien donc à leurs besoins. Et la 4e étape, donc la notion de finalement d'accompagner et de transmettre. Donc c'est transmettre à des équipes notamment de développeurs, mais finalement aussi de transmettre via de la promotion. Et c'est ce qu'on appelle vraiment cette étape dernière, la phase finalement des delivery. Et c'est là où on a ces 2 grandes phases aujourd'hui de gestion de produit, qui est donc le discovery et donc la partie delivery. On va rentrer dans chacune des étapes de refonte en tout cas, et ce que nous avons aujourd'hui en tout cas mis en place pour sur le cas projet en tout cas donc de Docubase. Si la souris veut bien marcher, bien sûr. Okay. Comme on se le disait, première étape, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir comprendre l'existant. Quand on dit comprendre l'existant, c'est déjà de faire un point sur aujourd'hui la solution, donc Docubase. Donc c'est là où on a vu effectivement cette notion de démo, d'immersion, de rentrer vraiment dans le détail sur les fonctionnalités qui sont aujourd'hui proposées. C'est de pouvoir aussi regarder les concurrents. Donc, vous avez un petit panel là qui est pour le coup proposé. On a joué le jeu effectivement de rentrer dans le détail des fonctionnalités, des parcours aujourd'hui qui étaient donc sur les solutions concurrentes. Mais c'est aussi également finalement de la recherche pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut pour le coup identifier comme axe d'amélioration, d'identifier notamment les points qu'on pourrait donc soulever, de nouvelles fonctionnalités qui pourraient être proposées et d'avoir finalement de proposer une vraie valeur finalement à nos utilisateurs. Et c'est là où on embarque l'usage et l'utilisateur à l'intérieur vraiment de ce process finalement de compréhension et d'audit. Ce sont les interviews et les focus group. Donc on a dit interview, c'est de pouvoir donc échanger avec les clients déjà existants de Tessie, de pouvoir en tout cas soulever les points de friction et de pouvoir aussi échanger via des groupes de discussion sur des besoins identifiés et de travailler sur cette base-là, en tout cas, pour pouvoir avancer et se dire qu'est-ce qu'on mettrait en place demain sur le futur Docubase. Donc, ça a vraiment été cette étape, en tout cas, vraiment essentielle de ne pas partir avec des convictions, mais de se dire de vraiment auditer, de regarder ce qui se passe à côté,
mais également d'avoir, en tout cas, d'interviewer donc les utilisateurs, en tout cas les principaux users. Donc, sur la base de cette base, donc cette première étape, l'idée, c'est de rentrer finalement dans une seconde étape qui est donc là la notion finalement de définition. C'est de pouvoir, en tout cas, avoir cette démarche de pouvoir explorer les opportunités et de définir, en tout cas, ensemble. Et c'est là où la notion de ensemble est pertinente, parce que c'est vraiment de la co-construction. C'est de définir finalement qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans cette stratégie de refonte, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Et pour mettre ça en place, en fait, c'est assez simple, c'est une de parler, bien sûr, mais en tout cas, il y a plusieurs étapes. C'est déjà de définir un persona. Pour vous expliquer un peu ce qu'est un persona, c'est vraiment pour le coup un personnage fictif, mais qui répond en tout cas aujourd'hui à votre cible, en tout cas qui regroupe l'ensemble en tout cas de vos cibles, qui définit finalement qui est demain la cible, on va dire, idéale. D'ici, à partir de là, c'est de poser finalement cette map finalement de parcours aujourd'hui, en tout cas, qui est existante aujourd'hui sur Docubase, de pouvoir identifier quels sont un peu les points de friction pour se dire de quelle manière est-ce qu'on a en tout cas de soulever les opportunités qu'on peut en tout cas dégager et de travailler finalement sur ces parcours, les futurs parcours ceux de demain. À partir de l'ensemble en tout cas de ces ateliers, l'objectif c'est vraiment de formaliser ce qu'on appelle donc cette feuille de route. La feuille de route qui va demain nous accompagner en tout cas sur l'ensemble des fonctionnalités qu'on aura donc décidé et co-construit avec les équipes, et donc de planifier finalement des sprints pour avancer en tout cas de manière sereine et de bien toujours en tout cas de bien valider que les parcours sont bien en tout cas utiles et efficaces notamment pour nos utilisateurs. Donc ça, à partir d'ici, l'objectif c'est vraiment, on est reparti notamment avec l'équipe Docubase, avec finalement l'ensemble de listing des fonctionnalités souhaitées, avec nos différentes études, et de pouvoir se dire, voilà, on lance finalement la mécanique, et là vous avez l'exemple finalement d'un backlog, et là vous avez la visualisation finalement sur un outil Monday qu'on utilise, comment effectivement on gère un sprint, là, dans ce cas-là, l'utilisation d'un sprint, qui rassemble en tout cas l'ensemble des fonctionnalités, ce qu'on veut pouvoir projeter, et de pouvoir finalement rentrer dans cette phase finalement de delivery, qui nous permet d'entrer sur finalement cette notion de réaliser finalement cette plateforme. Cette plateforme, comme on disait. Christina, je me permets juste de rebondir sur ce que tu dis, parce que en tant qu'éditeur, on a souvent tendance, quand on développe une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau produit, d'y aller un petit peu tête baissée et à penser à la fonctionnalité, à la manière dont elle s'implémente dans l'existant, ou de la manière dont elle s'implémentera dans la nouvelle solution. Et on pense peu en fait à cette notion de persona, et je voudrais insister là-dessus parce que on se rend compte que en fait on a plusieurs typologies de persona sur Docubase, et faire ce travail, et ça n'a pas forcément été évident tout de suite. Alors pour quelqu'un du marketing comme moi, plus, mais pour des équipes plus produits ou plus dev, c'est un travail un petit peu nouveau. Et il a fallu déjà qu'on fasse le travail de dire, OK, qui sont nos clients et qui sont les utilisateurs chez nos clients. Voilà. Alors, vous allez dire, oui, mais il y a plein de monde. Oui, d'accord, mais il faut qu'on fasse ce travail de vraiment essayer de spécifier, de caractériser qui est cet utilisateur, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de cette solution. Et faire ce travail-là pour un éditeur, c'est pas forcément natif, en fait, c'est pas forcément inné. Et donc, le fait de pouvoir s'appuyer sur Limpide, c'est vraiment de dire, OK, on va juste se concentrer, on va faire un atelier spécifique là-dessus, et on va juste se concentrer sur c'est quoi nos cibles chez nos clients. Et ça a vraiment permis de travailler sur des parcours utilisateurs qui sont presque personnalisés ou qui sont adaptés aux typologies d'utilisateurs qu'on a chez nos clients. Donc c'est un point extrêmement important pour nous, en fait, ce travail. Merci Romain. Et pour le coup, sur cette troisième grand pilier en tout cas, l'idée c'est vraiment rentrer dans cette partie vraiment de production. C'est-à-dire, c'est de pouvoir donc toujours avoir cette notion de benchmark, parce qu'elle est quand même essentielle et qu'elle nous accompagne sur l'ensemble en tout cas du process en tout cas de vos constructions. C'est de pouvoir identifier une fonctionnalité, c'est de pouvoir regarder ce qui se fait ailleurs, mais quand on dit ailleurs, c'est pas forcément sur de la concurrence, mais aussi sur finalement des tendances en tout cas et des standards aujourd'hui qu'on peut rencontrer sur d'autres solutions qui seraient proposées. Et donc vraiment de toujours s'accompagner sur ce volet-là est essentiel en tout cas à notre sens. De pouvoir, comme on se le disait, la construction de nos sprints finalement
maquette fonctionnelle et ensuite de maquette donc user interface, hein, donc pour le coup qui est vraiment la partie pour le coup design, de pouvoir toujours et à chaque fois en tout cas de pouvoir très très rapidement lancer des tests utilisateurs parce que c'est essentiel parce que ces tests en fait vont nous permettre déjà de pouvoir avoir des retours, voir si effectivement il n'y a pas d'erreur en tout cas dans la notion de parcours, de pouvoir enrichir aussi le backlog et de pouvoir annoncer, de pouvoir projeter des nouvelles fonctionnalités dans le futur. Et pour vous montrer effectivement concrètement, c'est vrai que vous avez par exemple, juste ici, un principe finalement de prototype UX, donc des vraiment maquettes vraiment pour le coup fonctionnelles. L'objectif à cette date, ce prototype-là, c'est de pouvoir valider que, ok, on répond bien à l'ensemble des besoins fonctionnels de l'utilisateur. Est-ce qu'on est bien en phase en tout cas avec son besoin? Donc c'est des maquettes qui sont certes assez en noir et blanc, hein, c'est une première, vraiment la partie wireframe, mais ça nous permet en tout cas d'avoir un premier volet de validation que on a bien compris et que le besoin en tout cas est bien pour le coup traité. De cette partie prototype pour le coup vraiment UX, on a donc pour le coup, nous sommes passés par l'étape finalement donc de graphique, hein, pour le coup user interface, qui elle pour le coup c'est vraiment prendre en compte l'ADN de la marque notamment, de prendre toute la charte en tout cas qui aujourd'hui est disponible et de pouvoir amener finalement de ces maquettes fonctionnelles, de les transformer finalement au plus proche de ce que sera demain donc l'existant. Et quand on dit existant, c'est vrai que c'est important de le préciser parce que au même titre qu'on avait un prototype finalement, on va dire UX, l'idée, notre objectif, et si ça veut bien avancer, voilà, c'est de pouvoir aussi définir ce qu'on appelle un prototype high fidelity. Quand on dit high fidelity, c'est vraiment pour le coup être au plus proche de ce que sera demain la version, on va dire, développée. Quand on dit développer, c'est regrouper finalement l'ensemble, en tout cas, du parcours complet, de pouvoir qu'on puisse cliquer assez facilement, qu'on puisse aussi avoir les principes d'animation qui seront aussi disponibles avec des vrais cas concrets. Et à partir de ce prototype finalement de haute fidélité, l'idée, ça a vraiment été aussi d'engager les clients et les utilisateurs pour le coup de DocuBase existants, mais de lancer finalement cette notion, on va dire, de test. Et là, vous avez un exemple. Pour le coup, on a eu la chance de pouvoir être en contact avec des clients TCI existants. Donc, à savoir donc, utiliser l'ancienne version de DocuBase et de pouvoir leur demander, via des cas de test, un peu des scénarios, d'avoir un peu leur retour finalement sur demain, qu'est-ce qu'ils en pensent finalement, que la fonctionnalité est bien validée de leur côté. Cette notion, pour le Romain, de personnalisation, que je souhaite en tout cas avoir demain pour demain être plus efficace finalement dans mon travail, de pouvoir, ça nous a permis de pouvoir lancer des tests. Et on a utilisé un outil qui s'appelle Maze, qu'on utilise assez régulièrement à l'agence, et qui nous permet surtout d'avoir des retours qualitatifs. On n'est pas vraiment sur du quanti, c'est vraiment du qualitatif et de bien valider que la fonctionnalité répond bien aux besoins, en tout cas, de l'utilisateur. Ça a été aussi, Christina, pour nous, une manière d'embarquer aussi nos internes avec des maquettes de ce type-là. C'est-à-dire qu'il y avait une demande de la part de nos équipes commerciales, avant-vente et même projet. Et quand on a lancé ce projet et qu'on a dit on va redévelopper ou en tout cas améliorer les interfaces de DocuBase, on nous a dit oui, mais quand? Oui, mais comment? Et on pourra montrer quoi? Et en fait, on a mis entre les mains de nos commerciaux cet outil ou ces interfaces, alors même que la solution n'était pas encore sortie, ce qui leur a permis déjà j'ai envie de dire, de croire en ce projet, et puis d'aller en clientèle, de pouvoir montrer des choses. On a même fait un événement client, souviens-toi Christina, en novembre, alors que les solutions étaient, enfin, la solution n'était pas encore développée en dur, mais on y est allé avec cette maquette-là et on a aussi engagé nos clients sur place en montrant cette maquette-là. Donc le fait de passer par cette table de maquette qui, on pourrait penser que c'est un peu oui, on n'a qu'à développer tout de suite, on est d'accord, avec l'UX, on est d'accord. Mais non, en fait, le fait de passer par là, c'est une vraie étape importante, déjà de validation, effectivement, des aspects graphiques, mais aussi d'engagement interne et d'être capable tout de suite, moi, d'un point de vue marketing aussi, d'anticiper la mise à jour de tous les documents marketing, de pouvoir préparer le site internet, de pouvoir préparer tout ça. Et au moment où la solution est prête, est véritablement développée, ce qui a été le cas sur mars 2022, les documents étaient prêts et boum, on est prêt à y aller et on fait la commercialisation. Et on n'a pas encore un temps de 1 mois, 2 mois, 3 mois pour
remettre à jour ces documents. Donc, ça a été vraiment une étape assez importante dans le sens commercial et marketing du terme. C'est vrai que ça répond à ce quatrième pilier dans la méthode, c'est la partie vraiment diffusion. C'est vrai que oui, effectivement, il faut embarquer finalement les collaborateurs internes parce qu'effectivement, à Tessie, il y a une équipe de commerciaux, donc il faut bien finalement les alimenter et de pouvoir leur montrer la solution pour qu'ils puissent la vendre efficacement. Donc c'est vraiment pouvoir les entrer finalement cette logique de co-construction également. Et comme tu le disais aussi pour le coup romain, c'est aussi embarquer les clients existants parce que c'était aussi quand même un vrai pilier parce qu'aujourd'hui, c'est une solution historique chez Tessie. Vous avez quand même pas mal de clients, donc c'est de pouvoir aussi leur montrer qu'il y a du changement et de les pousser finalement aussi à aller sur cette nouvelle version qui est disponible, qui apporte donc en tout cas plus de valeur pour eux et en tout cas est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est vrai que c'est le volet finalement que vous avez géré côté Tessie, notamment sur l'équipe marketing notamment, et les événements en tout cas que vous avez pu en tout cas mettre en place. Et c'est vrai que la démo, le prototype un peu haute fidélité, vous a permis, comme tu le disais, sans développement, de pouvoir montrer finalement ce que sera, en tout cas, ce qui est aujourd'hui, mais à l'époque, ce que sera le futur DocuBase. Et c'est vrai que côté, pour aborder justement la partie développement, c'est vrai que dans ce quatrième pilier de diffusion, c'est vrai qu'on néglige, enfin, entre guillemets, souvent les équipes finalement de développement, parce que demain, c'est eux derrière qui vont quand même travailler et développer. Et c'est vrai qu'on essaye aussi de leur mettre à disposition des outils qui leur permettent simplement, en tout cas, de pouvoir, en tout cas, développer en toute sérénité et de proposer notamment ce qu'on appelle un UI kit et slash design system qui regroupe aujourd'hui l'ensemble, en tout cas, des éléments aujourd'hui graphiques et qui leur permet, en tout cas, simplement de demain pouvoir donc développer et être serein et de regrouper tous ce qu'on appelle les assets graphiques, pour le coup, de la solution et de pouvoir après derrière, sur cette base-là aussi, pouvoir proposer une recette qui soit donc graphique mais aussi également fonctionnelle, de bien valider que ce qui a été développé donc est bien conforme à ce qui a été donc en tout cas produit. Et finalement, pour rentrer un peu plus dans le détail, finalement, l'ensemble de ces étapes qu'on a pu donc aborder, c'est ce qui a donné aujourd'hui le Tessie DocuBase qui est aujourd'hui proposé aux clients, avec donc forcément des nouvelles fonctionnalités, parce que c'était quand même un enjeu. Pour le coup, on n'est pas reparti oui, on refait une refonte avec des fonctionnalités déjà posées. C'est vraiment été de partir vraiment en se disant, on propose de la vraie valeur à nos nouveaux clients, et toujours en gardant en tête la notion de se reconnecter avec les utilisateurs et de bien les embarquer sur un besoin ou des besoins en tout cas qui seraient pour le coup identifiés. Et ce qui nous a permis, donc pour le coup, d'aborder en tout cas ce second volet de ce qu'on a pu proposer sur DocuBase. Oui, c'est encore une fois, en tant qu'éditeur, on a cette tendance à développer des fonctionnalités et parce qu'un client nous le demande, on le fait, mais encore une fois, pas forcément dans une logique du XUI tel qu'on a pu le voir aujourd'hui. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on arrive avec des solutions, et c'était un petit peu le cas avec DocuBase finalement, c'est de dire on est dans l'ajout de fonctionnalités et on ne pense pas forcément finalement à la première chose que voit un utilisateur ou un client lorsqu'il ouvre la solution, c'est l'interface. C'est l'interface graphique, c'est la manière dont on lui présente les informations. Il peut avoir la meilleure solution du monde si elle n'est pas jolie, pas utilisable, pas agréable au quotidien, finalement, il ne va pas l'utiliser. Et j'avais un client récemment au téléphone qui m'expliquait que l'implémentation de son DocuBase il y a 8 ans, en fait, a été un petit peu ralentie, non pas parce que la solution ne correspondait pas à ce qui était attendu du client, mais parce que les utilisateurs ne percevaient pas la plus-value de cette solution-là. Et quand on présente maintenant cette nouvelle interface à nos clients et à nos prospects, on a un vrai engouement de la part de nos clients sur le fait de vouloir aller vers cette nouvelle solution parce que déjà graphiquement, il y a eu un vrai travail de fait sur la manière de présenter l'information
et la manière de rendre l'expérience collaboratrice et l'expérience utilisateur la plus fluide possible. On parle de parcours client dans l'onboarding et dans l'aspect commercial, mais ça passe aussi par le fait de mettre entre les mains des collaborateurs des solutions qui elles-mêmes vont leur faciliter la vie. Comment voulez-vous qu'un commercial vende facilement le produit ou le service de votre entreprise s'il a entre les mains une solution qui est pardonnez-moi l'expression, galère à utiliser. Il y a je vais y arriver, une étude qui est sortie il y a 1 an ou 2 qui expliquait que en moyenne, on perdait 7h30 dans une entreprise à chercher une information, qu'elle soit numérique ou papier d'ailleurs, sans jamais y parvenir. C'est-à-dire qu'on perd toutes les semaines une journée de travail à chercher une information. Donc, c'était extrêmement important de faire en sorte que DocuBase lève ce point-là à travers une ergonomie et une expérience utilisateur qui va lui permettre de pouvoir personnaliser son interface. Il n'a pas forcément besoin de tout voir tout le temps. Je vais rentrer un peu dans le détail. Dans DocuBase, vous avez la possibilité de pouvoir rechercher des documents avec des formulaires de recherche. D'accord ? Les formulaires de recherche, ce sont en fait des formulaires qui peuvent intégrer jusqu'à 256 champs de recherche. C'est possible, alors ce n'est pas tous les jours, mais ça peut arriver. Et donc finalement, quand un utilisateur recherche un document, il se retrouve avec l'ensemble de ce formulaire qui peut parfois être un petit peu fastidieux. On lui a facilité la vie en lui permettant de pouvoir personnaliser un formulaire de recherche. Lui, il sait que tous les jours, il va chercher ses documents sur un numéro de client et sur un nom de client. Et donc, plutôt que de lui afficher 15, 20 champs qui ne lui servent à rien, on va lui afficher uniquement les 2 champs de recherche. Enfin, on va lui permettre de mettre en favori, de créer un formulaire favori avec uniquement ces 2 champs-là. Donc, on va véritablement faciliter le quotidien des collaborateurs de nos clients dans cette phase de recherche et dans cette phase de consultation de documents. Même chose pour la partie workflow. Il n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les listes de tâches, tous les workflows de l'entreprise. Il veut voir que son workflow et il va pouvoir remonter le workflow qu'il utilise tous les jours. Alors, de temps en temps, il a besoin d'aller valider des choses dans le workflow résiliation, mais lui, il s'occupe plutôt des litiges. Donc, il va remonter sa liste de tâches litiges. Donc, il y a vraiment cette notion de personnalisation. Ensuite, la slide suivante, Christina, c'est de travailler sur la lisibilité et la recherche. C'est la petite, ça c'est ma voix dans la vidéo. on va ensuite faciliter la lecture et la compréhension du document, parce que ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on perd souvent beaucoup de temps lorsqu'on a un document, s'assurer que c'est bien le dernier document, la bonne version, etc., etc. Et donc, l'objectif, c'est de faciliter la recherche et de faciliter la consultation du document. D'accord ? Et là aussi, on permet de pouvoir personnaliser cet affichage. Moi, je veux voir le document et les derniers commentaires qu'il y a eu sur le document. Très bien, je n'affiche que ça. Okay, moi, j'ai besoin, parce que je suis au service compta, systématiquement d'afficher le bon de commande et la facture associée. Très bien, je vais afficher les 2 documents en même temps. J'ai besoin d'avoir je sais pas moi, le courrier du client que j'ai reçu et je sais pas les coordonnées de mon client visibles avec pourquoi pas la référence client associée à mon ERP. Très bien, je vais avoir ces éléments-là. Donc, on permet véritablement un affichage personnalisé et une meilleure compréhension du document par l'utilisateur, ce qui lui fait gagner un temps fou parce que, et je pense qu'on est tous concernés par ça, à rechercher sur nos ordinateurs, sur des SharePoint, sur des serveurs partagés, des documents, on ne sait pas la dernière version, on ne sait pas où on en est. Finalement, avec une solution telle que DocuBase, on est capable de faciliter cette accessibilité et cette compréhension du document. Et puis, évidemment, il y a le workflow, ça c'est la troisième chose. Et là aussi, on a travaillé sur… là, on a même carrément refondu totalement le moteur de workflow. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais avec Limpide, on a travaillé sur qu'est-ce que doit être un workflow documentaire et métier demain
comment ça doit s'afficher et finalement, où sont les pain points lorsqu'on fait un traitement documentaire. En fait, les pain points, c'est que en fait, on veut facilement prendre la décision. On ne veut pas avoir à faire des analyses qu'une techno pourrait faire. Par exemple, on ne veut pas avoir à faire de la recyclage d'informations. On ne veut pas avoir à savoir si le dossier est complet ou pas. On veut que l'outil nous permette de dire il manque tel document ou tel document n'est pas conforme ou là, il faut faire une action qui nécessite d'appeler un client, etc. Mais on veut faire en sorte que l'utilisateur, le collaborateur chez notre client, puisse prendre une décision la plus rapidement possible en ayant le maximum d'informations possible. Donc évidemment, on va être capable, parce qu'on voit à l'écran, de lui afficher un maximum d'informations, mais on va également lui permettre de pouvoir cacher, masquer des choses qui ne l'intéressent pas. Par exemple, vous avez une catégorie qui s'appelle envoyer vers, qui permet en fait d'envoyer le document par mail, par exemple, à une personne externe à l'entreprise. Par exemple, cette fonctionnalité-là, peut-être que moi, je l'utilise jamais parce que je n'ai pas d'intérêt. Très bien, je la masque. Et je la masque une fois et la prochaine fois que j'arrive dans mon workflow, je n'aurai plus cette fonctionnalité qui s'affiche. Donc, on permet véritablement d'aller plus vite et on permet aussi d'avoir toutes les informations au moment où on en a besoin pour que l'agent, le conseiller client, il puisse prendre la meilleure décision lorsqu'il a son client. Et donc, on a travaillé avec Limpide sur une vue 360 du client qui n'existait pas dans Docubase. Et ça aussi, c'est un vrai atout d'être capable, en s'appuyant sur une agence telle que Limpide, de pouvoir créer des nouvelles fonctionnalités. Et la vue 360, c'est tous les dossiers qui sont rattachés à un client. Voilà. Et donc, en un clic, on est capable d'accéder à cette vue 360. Et puis, le dernier point extrêmement important sur lequel on a travaillé, qui n'existait pas du tout dans Docubase, c'est le reporting. C'est la possibilité pour un manager, et c'est la dernière slide de Christina, de pouvoir venir dire, OK, pourquoi est-ce que j'ai un workflow qui met plus de temps qu'un autre workflow? Pourquoi est-ce que cette étape en particulier a demandé plus de temps? Pourquoi est-ce que là, j'ai une baisse d'efficacité dans le traitement de mes dossiers? Parce qu'en fait, j'ai un collaborateur qui est en vacances, j'en ai un autre qui a le Covid, j'ai, voilà, je ne sais pas moi, tel ou tel fait qui explique cette baisse de productivité. Donc, on a véritablement travaillé sur des graphiques, sur des camemberts, sur des choses comme ça. Et là aussi, l'aspect UX, UI est extrêmement important. Alors, quelques mots rapides sur ce qu'ont pensé nos utilisateurs testeurs. Je crois que c'est ça que tu voulais montrer, Christina, parce que tu disais tout à l'heure qu'on a, et je remercie beaucoup nos clients d'avoir pris le temps de le faire. On a fait tester cette solution et ce qui ressort des quelques verbatims, c'est véritablement qu'on a une solution qui permet de visualiser, de consulter beaucoup plus facilement le document et qu'on a un accès plus rapide aux fonctionnalités qui parfois peuvent être un petit peu cachées. Et ça, c'est un travail vraiment très, très, très riche pour nous de venir dire, OK, on s'est rendu compte qu'il y a des fonctionnalités qui n'étaient pas utilisées et qu'on n'a peut-être plus besoin ou qu'il faut qu'on retravaille, et d'autres qui étaient extrêmement utilisées qu'il faut qu'on affiche mieux. Et je crois que ce qu'on a à l'écran montre qu'on a réussi en tout cas. Exactement. Vas-y. Ça marche. Alors, les bénéfices autour de Docubase, pour notre client, c'est véritablement de lui permettre d'être plus productif et plus efficace dans le traitement de ses dossiers. Et avec cette nouvelle version et avec cette refonte UX, UI de la solution, on fait gagner du temps à nos clients. Et ça, c'est extrêmement important pour eux parce que quand on implémente une solution digitale telle que Docubase, il y a aussi un accompagnement du changement qui est extrêmement important des équipes qui vont utiliser cette solution. Et donc, il faut que ça passe encore une fois par une solution qui soit agréable d'utilisation et qui leur fasse gagner du temps au quotidien. Donc, quand ils reçoivent une demande client, lorsqu'ils ont un dossier à traiter concernant un de leurs clients, ils veulent aller plus vite, ils veulent être plus efficaces et ils veulent perdre le moins de temps possible sur des tâches, des opérations qui finalement seraient un peu fatiguées. Le deuxième bénéfice, et là c'est plus un bénéfice pour nous, c'est un engagement commercial. Moi j'assiste aux réunions commerciales toutes les semaines sur la partie GED
Et j'ai des commerciaux qui ont le sourire, qui ont la patate, qui ont envie d'aller vendre cette solution, qui ont envie d'aller la présenter, qui voilà, veulent avoir des vidéos de démo, etc. Et même moi, marketingment parlant, c'est super agréable, je pense que j'ai pas de terme, que d'avoir une solution qui a été travaillée et qui est finalement qui a du peps, quoi. Voilà. Et donc ça permet de faire un marketing beaucoup plus facile aussi lorsqu'on a une solution qui en elle-même se vend presque en un claquement de doigts. J'exagère un peu, mais c'est presque l'idée. Donc l'engagement commercial, il est extrêmement, extrêmement fort. Et maintenant, j'ai des commerciaux qui presque envie de dire me vendent que ça, et tant mieux. Et puis surtout, on se rend compte qu'on a un rattrapage concurrentiel, qu'on perdait un peu de vitesse sur le marché. Et là, du coup, avec une solution comme ça, quand on regarde un petit peu ce qui est fait par les autres, on est assez fiers de nous. Et on se rend compte que ça fait la différence dans un dossier. Et je pense que les personnes qui nous écoutent ce matin, quand vous lancez un appel d'offres ou quand vous voulez implémenter ce type de solution, il y a un aspect extrêmement fort qui est l'aspect visuel de la solution. Et forcément, ça fait une différence lorsqu'on a une solution qui est un petit peu moins sympa, entre guillemets, dans le look and feel. Donc, ça nous a permis vraiment de pouvoir, je ne vais pas dire être en avance et être meilleur que tout le monde, mais en tout cas, rattraper un certain retard, ça c'est sûr. C'est le dernier pour la dernière slide. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Eh bien, je pense que nous pouvons finir sur cette belle conclusion de toi, Romain. Encore un grand merci pour ta participation. Et si c'est bon pour tout le monde, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Merci à tous, en tout cas. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.